Les titres coup d'arrêt au projet de loi sur l'immigration. Le Conseil constitutionnel censure 8 dispositions importantes et émet des réserves sur plusieurs autres du projet de loi donc sur l'immigration. La Bosnie, Sarajevo calme, les Serbes ont respecté l'ultimatum et se sont retirés du mont Igman. Jean-Paul II aux États-Unis, début des célébrations du 15 août, le pape a lancé un appel aux jeunes. Et puis les championnats du monde d'athlétisme, le marathon, vous venez peut-être de le voir, victoire au finish de l'américain Plages devant le namibien Schwartboy. Bonsoir, coup d'arrêt donc du Conseil constitutionnel à propos de la loi sur l'immigration. En fait, le Conseil constitutionnel se montre sévère avec ce projet de loi. Il ne le rejette pas en bloc, mais il censure 8 dispositions et émet des réserves sur d'autres. L'idée générale qui a présidé à la réflexion des sages du Conseil constitutionnel, c'est que les droits fondamentaux des citoyens doivent être identiques pour les Français et pour les étrangers qui résident en France. Alors à partir de là, voici les principales dispositions rejetées par le Conseil. Isabelle Staes. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile. En vertu de ce préambule de la Constitution, le préfet se voit retirer le droit de bloquer certaines demandes d'asile. Tout étranger pourra ainsi saisir l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, afin d'obtenir la qualité de réfugié. La liberté du mariage est une des composantes de la liberté individuelle, stipule la Constitution. Un maire ne pourra donc refuser d'unir un couple mixte simplement parce qu'il le soupçonne de contourner la loi par un mariage blanc. Chacun a le droit de mener une vie de famille normale. En conséquence, contrairement à la loi Pasqua, les étudiants étrangers pourront faire venir femmes et enfants. Autre grand principe, la liberté d'aller et venir. La loi prévoyait d'assortir automatiquement toute mesure d'expulsion d'une interdiction du territoire d'1 an, une disposition annulée. Enfin, les 9 sages ont rappelé leur attachement au respect des droits fondamentaux, notamment en matière de protection sociale et de contrôle d'identité, qui doivent exclure toute discrimination raciale. Voilà donc les principales dispositions censurées dans le projet de loi Pasqua. Pour l'instant, pas de réaction du côté du gouvernement. Le gouvernement, en fait, peut mettre en œuvre dès maintenant le texte, tout au moins les dispositions qui n'ont pas été censurées, bien sûr, ou bien alors il peut aussi refondre complètement le projet. En fait, de sources bien informées, comme on dit, il semble que les sages du Conseil constitutionnel aient voulu, au-delà du coup d'arrêt ponctuel sur cette loi-ci, prévenir des dérives futures afin que l'égalité des droits entre Français et étrangers résidant sur le sol français soit préservée et que ne soit pas instituée une préférence nationale comme certains le souhaiteraient. Le pape du vieux continent confronté au nouveau monde, c'est la visite de Jean-Paul II dans l'une des villes les plus typiques d'Amérique du Nord, Denver, dans le Colorado. Après une pause dans les montagnes rocheuses, le souverain pontife anime 2 jours de célébrations religieuses pour le week-end du 15 août. La visite du pape à Denver, c'est aussi une grande affaire de communication et de marketing. Question, la spiritualité y trouve-t-elle son compte? Jean-Marc Illouz, aux États-Unis. Une kermesse permanente façon Woodstock, l'autre cadeau de Jean-Paul II à ses jeunes pèlerins. Cette fois-là, le message de l'Église était dans la rue. Ici, un évêque de Californie, applaudi par ses paroissiens sur le thème de l'égalité raciale devant Dieu. Mais à Denver, comme dans la Bible, les marchands n'étaient jamais loin du temple. Et au rayon souvenir, on s'arrachait partout l'image du pape, en buste, en t-shirt ou en médaille. Hélas, les premiers étaient parfois les derniers. Il y a un monsieur qui a attendu 1h30 pour 3 médailles. Rencontrez John Limke. C'est à lui que les envoyés du Vatican ont confié ce commerce-là. C'est un pro. Ses clients, la Coupe du Monde de football, Paul McCartney et les Rolling Stones. Cette fois-ci, 35% pour lui, 65% pour l'Église, qui se remboursera d'une partie de ses frais. On m'a choisi, dit-il, car nous ne sommes que 3 dans le monde à pouvoir fournir à l'échelle de plus de 150 000 personnes. Mais aussi pour éviter que l'image du pape ne soit détournée.
Ma philosophie, ne rien vendre sur le pape qui puisse choquer votre grand-mère. Record de vente pour cette tasse pontificale, 15 $, miracle compris, regardez bien. Et après le business, le show business. Du monde entier, Australie comprise, on a fait venir, je cite, des orchestres chrétiens, comme celui-ci, approuvés par l'Église. Sono maximum, les jeunes s'éclatent, les prêtres sont présents dans les tribunes. Question numéro 1, tout cela ne manque-t-il pas un peu de spiritualité? Pas du tout, répond Sir Walsh, directrice de la communication du festival. Quand on attend 180 000 personnes, il faut que la technique suive pour que chacun puisse voir et écouter. À Denver, nous avons voulu célébrer la vie. C'est aussi une attitude spirituelle. Question numéro 2, que reste-t-il du message papal? Bien sûr, dans l'enthousiasme de la fête, tout le monde ne savait pas forcément répondre. Mais l'esprit de Denver avait bien soufflé sur ce jeune pèlerin. C'est donner la vie en abondance, qui était un peu le thème de la réunion et de la Journée mondiale de la jeunesse. Donc transmettez l'amour du Christ aux autres. Voilà, c'est les deux choses que j'ai retenues. En Bosnie, les Serbes enfin reculent. Ils ont poursuivi leur retrait du mont Igman au-dessus de Sarajevo. Il semble bien qu'ils aient respecté l'ultimatum et que le retrait soit effectif partout. Le point tout de suite, Véronique Tavo. Impuissants, les casques bleus français, contre ceux-là, ils ne peuvent rien. Obligés de quitter les positions qu'ils occupaient depuis le 1er août, les soldats serbes semblent bien s'être retirés comme prévu aujourd'hui à 16 h des monts Igman et Bjelašnica. Mais comme pour bien marquer leur passage, ils ont brûlé derrière eux tout ce qui pouvait l'être. Vaincus, mais la tête haute, c'est presque en héros qu'ils ont abandonné leur position. Cet après-midi, tout au long de la route olympique, les soldats de la Force de protection des Nations Unies ont pu suivre la longue file des camions surchargés de soldats serbes, la colonne de blindés et le départ des canons antiaériens. Le retrait serbe va maintenant rendre possible la reprise des négociations de paix. Serbes, Croates et Bosniaques devraient se retrouver à la même table lundi à Genève. Mais ce retrait ne signifie pas pour autant la levée du siège de Sarajevo. Il va tout au plus permettre de desserrer un peu l'étau autour de la capitale bosniaque, toujours privée d'eau et d'électricité. Attentat en Irlande du Nord, à Belfast, hier, signé de l'IRA, l'organisation terroriste irlandaise avait annoncé l'attentat. C'est au moment où le quartier était en train d'être évacué que l'explosion d'une voiture piégée a eu lieu devant un restaurant. 5 policiers et 4 civils ont été blessés. Dernier bilan de l'effondrement d'un hôtel en Thaïlande, à Korat, dans le nord-est du pays. 59 morts et 350 blessés. Au moins 100 personnes sont encore prisonnières des décombres de l'hôtel, ce qui veut dire que le bilan va s'alourdir, bien qu'un rescapé vient ce soir d'être extrait après plus de 36 heures après l'effondrement de l'hôtel. Alors on s'interroge toujours sur les causes de cette catastrophe. Pascal Golomer. 30, 50, 100, combien sont-ils encore bloqués sous les décombres de l'hôtel Royal Plaza? Personne ne le sait vraiment. Les secouristes thaïlandais ont réussi aujourd'hui à dégager une vingtaine de rescapés, mais on dénombre déjà ce soir 62 morts. Et l'espoir de trouver de nouveaux survivants au milieu de cet amas de ferraille et de béton devient très mince. La polémique sur les causes de l'effondrement se poursuit. Le bâtiment avait été surélevé de 3 étages il y a 3 ans, semble-t-il dans la plus totale illégalité. Le Premier ministre, venu lui-même sur place, a dénoncé une pratique devenue courante en Thaïlande. Selon un employé de l'hôtel, c'est l'installation de 3 réservoirs d'eau sur le toit, il y a 15 jours, qui aurait provoqué l'accident. Le propriétaire de l'établissement, l'architecte et un ingénieur ont été arrêtés. En France, l'affaire Tapi Melik suite, où l'on s'interroge toujours sur l'emploi du temps de l'ancien ministre, qui, je vous le rappelle, est l'alibi de Bernard Tapie dans l'affaire Primorac. Jacques Melik sera entendu par le juge lundi. Lorsqu'il était ministre, Jacques Melik était un homme politique discret. Et il est brutalement porté au devant de la scène. Mais en fait, bien peu de Français le connaissent. Nathalie Delay, portrait. Jacques Melik, homme du Béthunois, resté fidèle à ses racines. Quand il devient maire en 1977, Jacques Melik réveille la sous-préfecture du Pas-de-Calais. Ici, tout le monde s'accorde à reconnaître sa vive implication et son dynamisme concernant les affaires de sa municipalité.
Pour cause de cumul de mandats, il abandonne le titre de maire l'an passé. Mais personne n'est dupe, le maire adjoint reste bien patron dans sa ville. Jacques Mélic, homme d'un parti. Il a adhéré au socialisme à l'âge de 18 ans et depuis n'a cessé de gravir les échelons jusqu'à devenir ministre de la mer, puis secrétaire d'État à la Défense. Homme de courant, il était defferriste en 64, rocardien en 80, il devient fabiusien convaincu en 1988. Jacques Mélic est encore un homme d'amitié. Il entretient d'excellentes relations avec Bernard Tapie depuis que celui-ci a racheté l'entreprise béthunoise Tessu en 83. Amitié un peu encombrante, mais toujours revendiquée. Moi, je ne suis pas Bernard Tapie. Je suis Jacques Mélic. Je ne dois rien à Bernard Tapie. Bernard Tapie ne fait pas partie de mon groupe, ne fait pas partie de mon parti. Bernard Tapie n'a rien donné, ni à Jacques Mélic, ni à la ville de Béthune, si ce n'est des emplois. Et je lui en suis reconnaissant. Jacques Mélic estime aujourd'hui être victime de persécutions à cause de ses amitiés et de ses opinions politiques. Alors, pour se changer les idées ce week-end, il est descendu dans le midi de la France. Les Enfants de Dieu, suite du feuilleton, ou plutôt il faut dire la famille, car c'est le nouveau nom de cette communauté qui a alimenté les faits divers il y a quelques semaines. Les membres de la communauté, la famille, donc, ont été lavés des principaux soupçons, en tout cas de sévices sur les enfants. Ces mêmes enfants ont été rendus à leurs proches. 21 adultes sont toujours tout de même mis en examen. En tout cas, la communauté s'est reformée, et il faut le dire, elle s'est refermée. Car c'est le propre de ce qu'il faut bien appeler ces sectes. Elles vivent refermées sur elles-mêmes. Comment? Enquête à Nantes et à Marseille d'Antoine Cormery et de Patrice Velay. Comme une image d'Épinal, une famille heureuse, des enfants souriants, c'était l'heure des retrouvailles après 2 mois de séparation. Mais l'image a son revers, toujours dissimulé. Une vie fermée, très peu de contact avec le monde extérieur. Et un discours simple, ici le paradis, là-bas, hors les murs, le mal, le péché, l'enfer. Poster à l'appui, toujours les mêmes dessins manichéens, la base d'un conditionnement constaté au cours de l'enquête. Que disent les experts sur cette affaire? Chacun a pu constater qu'on avait affaire à des enfants qui étaient robotisés, qui étaient parfaitement programmés, qui avaient été, j'allais dire, programmés pour pouvoir répondre aux services de police, pour pouvoir répondre à un juge, pour pouvoir parler à un avocat, pour pouvoir répondre aussi à un journaliste, c'est-à-dire des gosses qui sont préparés à la perfection. Conditionné et parfois jusqu'à la psychose. À Nantes, Michael est soigné dans cet hôpital psychiatrique. Certains de ses frères et sœurs pourraient l'y rejoindre. Leurs parents cette semaine n'ont pas souhaité nous rencontrer. Ils sont toujours mis en examen pour excitation de mineurs à la débauche. Ces documents ne sont jamais distribués au public. La communauté y puise ses règles de vie, ses modes de raisonnement. Contre l'Amérique, contre Israël par exemple, la mauvaise société. D'un point de vue sexuel aussi, les indications sont très précises, avec souvent dans les dessins la mise en scène de jeunes adolescents. L'homme à tête de lion n'est jamais bien loin, c'est Moïse David, le gourou. Un enfant, lorsqu'il a subi un conditionnement d'une dizaine d'années, lorsque cet enfant il a 10 ans, 12 ans, 13 ans, toute sa personnalité a été structurée selon le modèle sectaire, et il n'a absolument aucune possibilité de choix, aucune possibilité de réflexion par rapport à la normalité sociale. Et à partir de ce moment-là, il n'a pratiquement aucune chance d'intégration pour l'avenir. L'enquête de la justice ne fait que commencer. Et peut-être répondra-t-elle à une question: que se passait-il vraiment dans chaque famille, pour chaque enfant? Dure semaine pour l'équipe de football du Mans qui joue en 2e division. Elle a perdu un match contre Rennes sur le tapis vert, c'est la première chose. Et puis surtout, elle a perdu un joueur qui est maintenant en prison. Ben Salah est accusé de mauvais traitement sur son fils, Valérie Fourniou. C'est le visage en sang et souffrant de fractures au bassin que Mohamed, 6 ans, est entré le 9 juillet dernier au CHU d'Angers. Il aura fallu que le chef du service pédiatrie alerte le procureur de la République pour que l'on découvre que le footballeur du Mans, Oumar Ben Salah, n'est pas le si bon père de famille que l'on croyait. Avec eux, on n'a jamais eu aucun problème. Au contraire, dès l'instant qu'on les voyait, c'était des gens qui étaient super sympas et qui ne faisaient vraiment rien faire voir ce qui s'est passé par rapport à ce qu'on a vu ce matin sur les journaux. Personne n'a vu ni entendu. Personne ne savait. Pourtant, Oumar Ben Salah a avoué que cela durait depuis le mois de mars, sans donner plus d'explications.
Le juge Philippe Dary l'a mis en examen, ainsi que sa femme, la belle-mère de Mohamed, pour non-assistance à personne en danger. Une expertise psychiatrique du père est en cours, certainement pour mieux comprendre comment cet Ivoirien, meilleur attaquant de l'équipe du Mans, a pu frapper à tel point son fils. Oumar Ben Salah risque de 5 à 20 ans de prison ferme. Journée rouge pour Bison Futé aujourd'hui, nouveau croisement de ceux qui partaient en vacances et de ceux qui en revenaient. Les bouchons ont eu lieu, mais pas là où Bison Futé les attendait. Les difficultés ont eu lieu plutôt dans le sens des départs que dans le sens des retours. Et puis surtout, la journée a été marquée par un terrible accident. Sur l'A63, 4 personnes d'une même famille ont trouvé la mort. Leur voiture a été prise en sandwich entre 2 camions. Plus que jamais donc, soyez très prudents si vous devez partir. La journée de demain sera encore très chargée. Tenez, pensez qu'il y a 100 ans juste, jour pour jour, en passant le permis de conduire qui venait d'être créé, on pouvait rouler à 12 km à l'heure, tout au plus. Il y a 100 ans, peu de femmes se présentaient à l'examen du permis. Voici l'exemple de Paulette, elle n'a pas 100 ans, mais 60 ans de conduite, sans le moindre accident. Françoise Vallée, Olivier Jacquelin, tableau d'honneur. Le permis de conduire, Paulette l'a depuis 60 ans. Elle l'a passé en 1933 et réussi du premier coup au bout de 6 leçons seulement. Tout ça grâce à l'oncle Robert qui le dimanche à la campagne lui laissait conduire son automobile. Et à l'époque, une femme qui réussissait l'examen du premier coup, évidemment, c'était louche. L'examinateur nous a fait monter en voiture, il prenait toujours 2 candidats. Donc moi j'ai conduit, il m'a donné le permis, j'ai bien fait les créneaux, les marches arrière, enfin tout a bien marché. Ensuite il a pris mon cousin. Alors celui-là, ça a été, il a dû faire un créneau, et puis manque de peau, il est monté sur le trottoir. Alors il n'a pas eu son permis. Et là où j'ai été vexée, c'est que la mère de mon cousin, qui était ma tante, elle a dit « Oh, toi tu as eu ton permis parce que tu as fait les yeux doux à l'examinateur. » Vous étiez femme au volant, les gens réagissaient Les comment? gens ils me regardaient comme si j'étais un numéro, et puis, mais enfin ça a bien été. Et je sais que j'ai conduit pas mal de gens. Mon mari avait des clients qui venaient de l'étranger. Alors quand on devait se rendre à l'extérieur, souvent je conduisais. Alors il y en a qui me disaient « Mais elle conduit comme Fanchou !» À 82 ans, Paulette conduit toujours. Mais pour les grands voyages, elle prend désormais le train. Avec toutes ces voitures qui circulent partout, le plaisir de conduire n'est plus le même. Quant au permis, si c'était à refaire... Oh oui, oh, j'ai pas peur, je passerai, je crois. Voilà. Incident au parc Euro Disney. Aujourd'hui, 8 personnes ont été très légèrement blessées à bord d'un des wagonnets du Temple du Péril, une toute nouvelle attraction. Lorsque le système de sécurité s'est déclenché, un wagon a été freiné si brusquement que les passagers ont été un peu secoués, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il n'y a pas que les clients des parcs d'attractions qui sont malmenés, car sous les costumes de Mickey ou d'Astérix se cachent, ne le dites surtout pas à vos enfants, se cachent des êtres humains, et oui. Et ceux-là, ils en voient de toutes les couleurs. Jean Obélix Flézaquier et Jean-François Becquet sont allés au parc Astérix, bilan médical. Dans tous les parcs d'attractions du monde, comme ici au parc Astérix, il y a des enfants venus s'amuser et des personnages chargés de les distraire. Mais quand il fait chaud et que les costumes pèsent parfois jusqu'à 15 kilos, c'est dur. Pour pouvoir conserver le mystère intact, il y a très peu d'ouverture dans les masques. Rien ne doit transpirer, sauf bien sûr le pauvre comédien, sous le déguisement. En ce moment, il ne reste pas plus de 20 minutes dans leur costume et au bout de 20 minutes, ils sortent totalement en eau. C'est très chaud sous les costumes? Très très chaud. Chaud au point que les comédiens peuvent perdre jusqu'à 3 litres d'eau dans leur après-midi. Et on les réhydrate un peu à la manière des marathoniens, avec de l'eau bien sûr, mais aussi des boissons énergétiques. Mais ce que craignent le plus les organisateurs de parcs de loisirs, ce n'est pas la déshydratation de leurs comédiens, mais plutôt le comportement de certains spectateurs. En théorie, tout le monde vient ici pour s'amuser, mais certains se sentent si bien qu'ils en arrivent à oublier que sous ces déguisements, il y a des êtres humains. Et c'est ainsi que le kangourou fétiche d'un parc belge se retrouve avec un limbago à force d'être chevauché 10 fois par jour par des adultes, que Daffy Duck se retrouve avec des côtes cassées lorsqu'on le renverse, ou qu'au parc Astérix, certains adolescents se laissent un peu aller. Ouais, je me suis déjà fait frapper à plusieurs reprises, ouais, merci. Ouais. Mais violemment, quand ouais, violemment, puisque mon costume est fait de mousse, et sentir un coup à travers la mousse, faut frapper fort, quoi. Et alors, dans ces cas-là, votre rôle n'est pas évidemment de riposter. Non, de courir très vite. Et les incidents mineurs sont fréquents?
Si on peut appeler, je dirais, accident mineur, un groupe d'une dizaine d'enfants qui se ruent sur Obélix pour des coups de pied et des coups de poing et après l'embrasser, oui, ça arrive régulièrement, oui. Cette jeune femme en bleu marine et blanc est là pour veiller à la sécurité d'Obélix. Chaque personnage a d'ailleurs son accompagnateur. Des accompagnateurs qui ne demandent pas mieux qu'à se transformer en photographe pour toute la famille quand tout est calme, c'est-à-dire lorsqu'autour d'Obélix règne la concorde. Demain, plus sérieusement, nous sommes le 15 août. Je n'oublie pas que c'est une fête religieuse, c'est la fête de l'Assomption, la fête de la Vierge Marie, mère du Christ. La Vierge a été célébrée dès le 5e siècle, mais cette Assomption n'a été officialisée par l'Église catholique qu'en 1950. Evelyne Dulac rappelle. Pour les athées, le 15 août est un jour férié, mais pour les chrétiens, c'est la fête de la Sainte Vierge, la mère de Jésus. D'après la légende, Dieu aurait emmené Marie avec lui dans le ciel 3 jours après sa mort. L'Assomption est un dogme de l'Église depuis 1950. Elle annonce la résurrection de tous les chrétiens. Fête populaire, l'Assomption célèbre avant tout une femme. Marie, c'est une femme, c'est une mère qui est de notre nature. C'est notre sœur et notre mère. Le rôle de Marie, c'est que c'est une femme toute simple qui a fait la volonté de Dieu et qui a eu des qualités imitables. On peut l'imiter. C'est pour ça que c'est intéressant pour nous. Mais si c'est une déesse inaccessible, ça n'a pas d'intérêt. Marie de Nazareth serait morte à 72 ans avec les 12 apôtres à son chevet. Mais les Écritures nous disent peu de choses sur les derniers jours de sa vie. Elle aurait peut-être vécu une quinzaine d'années à Éphèse, en Turquie, dans une maison bâtie par Saint Jean. Aujourd'hui, lieu de pèlerinage pour les chrétiens et les musulmans, car la Vierge existe aussi dans l'islam et le Coran. Voilà, alors avec nous, en direct et en duplex de Marseille, nous allons retrouver le professeur Benito Pellegrin. Bonsoir professeur. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes philosophe, vous êtes professeur à l'université d'Aix et vous êtes spécialiste du baroque. Alors justement, ce soir, nous n'allons pas du tout discuter sur le plan religieux, c'est pas notre rôle, mais sur le plan philosophique ou même esthétique. Et alors, ces images du culte marial, ces images de l'Assomption, est-ce que pour vous, il s'agit là de baroque ? Il ne s'agit pas à proprement parler de baroque parce que le culte tout de même de la Vierge Marie remonte pratiquement aux origines. Mais il est vrai que à l'époque baroque, notamment l'Espagne, durant le Concile de Trente, la Contre-Réforme, a essayé d'imposer ce culte-là, puisqu'il y avait, comme à notre époque, comme à la télévision, il y avait, on a proposer le culte des images revêtues comme étant le symbole de la divinité, et on a essayé d'imposer les tableaux que vous avez montrés, sont pratiquement des tableaux de l'époque baroque, dont l'Assomption de la Vierge entourée d'angelots, couronnée d'étoiles et de roses, qui fait son ascension pour rejoindre ce fils qui ne pouvait la laisser pleurer sur la terre. Alors c'est ça qui est intéressant, professeur, c'est que ces images ressurgissent beaucoup aujourd'hui. On est au XXe siècle pourtant, et pour le baroque, c'est le XVIe, XVIIe siècle. L'histoire ne se répète pas, bien sûr, le béguet, comme on a dit, évidemment, tout rapprochement, on dit rapproche aimant, dont je ne me hasarderai pas tellement sur ce terrain, mais tout de même, on peut voir qu'à notre époque, qui a perdu tellement de repères, la fin des dogmes, les écroulements des murs, des impérialismes, une crise des valeurs que nous vivons tous les jours, tout le monde en est tout à fait conscient aujourd'hui, à cette fin de siècle. Et à la fin du XVIe siècle, c'est aussi une crise des valeurs, une fin de siècle terrible, puisque l'Église s'est déchirée en deux, la Réforme et les catholiques. On a découvert tout à fait de façon effrayante qu'il y avait au-dessus de nos têtes non point simplement un système solaire, mais il y a pratiquement ce qu'on ose dire un infini, alors qu'on croyait que le monde était fini. On découvre la lunette, Galilée découvre la lunette, puis on découvre aussi le microscope, donc il y a peut-être au-dessus de nos têtes, au-dessous de nos pieds, il y a des abîmes. On n'ose pas dire encore un infini. Le monde est déboussolé. Et aujourd'hui aussi, le monde est déboussolé ? Ça, il ne m'appartient pas de le dire, mais je crois qu'aux images que vous proposez chaque jour, le terme s'impose assez souvent, hélas, même si nous avons beaucoup de boussoles. Mais regardez, hier soir, la nuit des étoiles, nous avons vu des galaxies. Alors la science, évidemment, a fait des progrès. Nous savons où situer notre Terre dans le système solaire, où situer le système solaire dans la galaxie, où situer la galaxie dans l'amas galactique, si j'ai bien suivi les émissions d'hier soir. Absolument. Mais où sommes-nous dans le cosmos? Qu'est-il le cosmos? Est-il fini? Infini, dont nous avons une perte de repères de valeur. Et voyez bien aussi l'image que vous avez montrée du pape médiatique qui essaie de reconquérir un terrain de la foi. C'est un peu comme cette Vierge que l'on met
je dirais presque en orbite, pour envoyer un message vers ce Dieu qui est si loin, si loin, si loin, qui s'éloigne tellement que parfois il se dissout pour certains, dont il faut le rattraper. Alors justement, une dernière question à propos de la Vierge, professeur. Comment vous expliquez que la Vierge, justement, en cette période, a une telle importance aujourd'hui ? Je ne me hasarderai pas sur un terrain dangereux, mais tout de même, c'est la part peut-être la plus humaine de la doctrine chrétienne. Jésus, c'est le Verbe incarné, il meurt mais volontairement, tandis que la mère qui voit son fils mourir ne peut le laisser mourir volontairement, dont le fils ne peut que la rappeler à lui. Et donc, Ave Maria, c'est peut-être la part de notre pureté qui rachète cette Eva première qui nous a englués dans ce péché. Merci bien, professeur. Merci pour toutes ces explications. Voilà, vous l'avez vu juste avant ce journal, on revient au sport. Maintenant, il s'agit des championnats du monde d'athlétisme. Ils ont débuté à Stuttgart aujourd'hui. Et d'abord, l'épreuve reine, le 100 mètres. Après le premier tour, 2 Français et les principales stars étaient qualifiés. Laurent-Frédéric Bollet. C'est la mauvaise histoire du jour et elle est arrivée au Français Gaëtan Desmangles. Inscrit dans la 6e série du 100 mètres ce midi, il a été disqualifié alors qu'il aurait dû courir avec Carl Lewis, ici à droite, et vainqueur. Auteur d'un 10-29 prometteur cette année, Desmangles s'est enflammé au départ. Première procédure, il s'élance avant tout le monde. Deuxième procédure, 30 secondes plus tard, c'est la même chose. 2 cartons jaunes égale un rouge, c'est bien connu. Desmangles disqualifié pour un problème linguistique. À cause de la langue allemande, je ne connaissais pas du tout le départ. J'ai voulu faire un super départ et puis bon, ça foirait. Pourtant, vous êtes habitué à entendre le coup de feu, vous l'avez pas attendu? Le coup de feu, je suis habitué, oui, effectivement, en métropole, oui, mais je veux dire, en Allemagne, déjà la langue, comme tout à l'heure, là, j'ai pas suivi, quoi. Je veux dire, bon, j'ai vu les œufs se relever, je me suis relevé, Ferting à peu près, et puis c'est dire que le départ ici, le coup de pistolet était assez lent, donc... Desmangles éliminé, les stars restent. Mais attention, lors de son quart de finale, Carl Lewis au centre, mort sur le couloir voisin de son pied gauche. C'est clair. Pour l'instant, pas de disqualification en vue pour Sa Majesté Lewis. Vainqueur de son quart de finale en 10 secondes et 11 centièmes. Lewis impressionnant, tout comme ses rivaux Linford Christie, Dennis Mitchell et surtout André Kayson. Kayson, américain lui aussi, vainqueur de la 4e série en 9,96, temps corrigé. 9,96, c'est le meilleur temps de l'année, c'est surtout la promesse d'une finale extraordinaire demain soir. L'autre épreuve phare, c'était le marathon. Il s'est terminé juste avant ce journal. Victoire d'un Américain devant un Namibien, Thierry Clopo. Sous une chaleur humide, 27 degrés, le départ en fin d'après-midi à Stuttgart de cette première grande épreuve des championnats du monde. Une quarantaine de concurrents pour un peu plus de 42 km. Ces 2 dernières années, ce sont les Asiatiques qui ont dominé les marathons. Taniguchi, le japonais au championnat du monde en 91 à Tokyo. Et souvenez-vous, l'an dernier à Barcelone, le coréen du Sud, Wong Young. Un public enthousiaste cet après-midi sur les routes de Stuttgart. On se croirait sur une étape du Tour de France. Et après 1h30 de course, à la surprise générale ici en action, c'est le Namibien Luket Swartboy, doté d'un temps de 2h09,57 cette saison, qui fait exploser le peloton. Derrière Swartboy, à près de 500 mètres, c'est énorme, un petit groupe de 3 hommes, le Britannique Evans, le Kenyan Merande et le Sud-Coréen Kim. Dans les 10 derniers kilomètres, Swartboy, qui était seulement le 40e performeur mondial l'an dernier, maintient le cap. Derrière, Kim, le numéro 2 mondial, se désunit. Et c'est l'Américain Plages qui en profite. Plages, ancien Sud-Africain naturalisé, qui à 1 km de l'arrivée a le Namibien en ligne de mire. Suspense terrible. Peu avant l'entrée du stade, Rick Plages passe Swartboy sans coup fait rire. C'est la première victoire d'un Américain dans un marathon des championnats du monde. Voilà, les championnats continuent. Vous pourrez les suivre en direct sur France 2, bien sûr, très souvent dans les jours prochains. Mais au jour le jour, minute par minute, même si je puis dire, vous pouvez les suivre au téléphone avec ce numéro, le 36 68 16 09. C'est le numéro où vous aurez tous les résultats à n'importe quel moment. L'automobile, la Formule 1 à Budapest demain et le suspense qui risque de manquer car les essais ont donné les mêmes résultats que d'habitude. Alain Prost en première ligne avec Damon Hill sur les Williams Renault. Ils seront donc en première ligne devant Schumacher et Senna.
Voilà, avant de passer au reste de l'actualité, je reviens un court instant sur la décision de censurer plusieurs articles de la loi sur l'immigration, décision du Conseil constitutionnel. Voici deux réactions qui viennent de nous parvenir. D'abord, celle de Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur. Vous savez que cette loi sur l'immigration, on l'appelait la loi Pasqua. Monsieur Pasqua estime que la philosophie de la loi n'est pas touchée par ces décisions du Conseil constitutionnel. Il prend acte des arguments du Conseil, même s'il estime que ces arguments ne sont pas convaincants. Et M. Pasqua estime qu'il y a une dérive, qu'on se prononce de moins en moins en fonction des principes et que nul n'a le droit d'aller à l'encontre de la volonté du peuple. Réaction toute différente de Jean Glavany, l'ancien ministre, Parti socialiste. Il se réjouit, lui, que le Conseil constitutionnel ait maintenu le droit d'asile dans son authenticité. Nous étions à la Formule 1, alors on quitte le sport, maintenant on va passer à toute autre chose. Encore un anniversaire, on a évoqué beaucoup ce soir. Pierre Dac aurait eu 100 ans demain si ce maître de l'humour noir n'était pas mort, comme il disait lui-même, d'un manque de savoir-vivre. Il aurait eu donc 100 ans. Il est mort, je vous le rappelle, en 75. Humour, pensée profonde, dérision, Pierre Dac avait tout. Éric Perrin, hommage. Tout penseur avare de ses pensées est un penseur de radin. Eh oui. Il est toujours resté fidèle à son principe, contre tout ce qui est pour tout ce qui est contre. Pierre Dac, André Isaac de son vrai nom, Poil au menton, fondateur du célèbre journal L'Os à moelle, et réciproquement, Poil aux dents, fut un créateur prolixe, un auteur à la paternité hélas trop souvent méconnu, Poil au... Aujourd'hui, il y a des phrases de Pierre Dac qui sont passées dans le langage populaire et on ignore que c'est de lui. Par exemple, poil au nez, poil aux dents, poil aux bras, Pierre Dac a été le premier à les employer. Ou des pensées comme « si mon oncle en était, on l'appellerait ma tante » et réciproquement, c'est de Pierre Dac. Le proverbe qui dit aux innocents les mains pleines se garde bien de dire aux justes de quoi sont pleines les mains des innocents. Auteur d'aphorismes, pédicure de l'âme, Pierre Dac est toujours resté très secret sur sa propre vie. Je considère d'abord l'humour comme un merveilleux énergétique qui permet de tenir le coup dans des circonstances très tragiques et très dramatiques. Et j'en ai fait bien souvent l'expérience. Car des moments difficiles, il en a traversé, comme le révèle la biographie écrite par Jacques Pessis, le secrétaire particulier du maître 63. La guerre de 14-18 et ses tranchées, la Seconde Guerre mondiale et la prison en Espagne, avant de rejoindre, en patriote convaincu, Radio Londres, où il est l'un des Français qui parlent au français. Traîne tes pieds par terre, la Francisque à la main, c'est la fin. Il n'en restera guère de tous ces fils de Pétain. Des remerciements personnels du général de Gaulle et la Légion d'honneur. Mais le retour en France du résistant va être le début de sa période la plus sombre. Pierre Dac a tenté 4 fois de se suicider entre 1958 et 1960. Heureusement, il était aussi adroit avec les mots que maladroit avec ses mains, donc il s'est raté. Son problème, c'était qu'il n'avait pas supporté la mort de son frère à la guerre de 14, et ensuite qu'après son retour de Londres, où il s'était couvert de gloire, on lui avait fermé les portes de la radio et il n'avait plus d'argent pour vivre. 1965, il est sorti de la déprime et bien avant Coluche, il se présente à l'élection présidentielle contre le général de Gaulle à la tête de son parti, le MOU, Mouvement Ondulatoire Unifié. Ça s'est arrêté parce que Jean-Louis Tixier-Vignancourt s'est présenté et Pierre Dac a dit « Moi je représente les loufoques, l'extrême droite est plus loufoque que moi, donc je retire ma candidature. » Signé Furax. Du boudin sacré au gruyère qui tue, il va avec son compère Francis Blanche écrire plus de 1000 épisodes de Signé Furax. Philosophe, Pierre Dac. Ah oui. À l'éternelle triple question, toujours demeurée sans réponse jusqu'à ce jour. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Je réponds. En ce qui me concerne personnellement, je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne. À suivre. Fin de cette édition. Dans un instant, la météo de Nathalie Riouet qui annonce un temps nuageux demain, un petit peu partout. Les éclaircies, ce sera plutôt au nord-ouest. Ne manquez pas tout à l'heure à 22h20 un super bêtisier, particulièrement savoureux. Et puis à 23h20, la dernière édition du journal avec Catherine Sellac. Bonne soirée sur France 2. À demain dès 13h.